La séance est ouverte. Le compte-rendu de la séance du jeudi 27 janvier a été publié sur le site internet du Sénat. S'il n'y a pas d'observation, nous considérons le procès-verbal comme adopté. J'informe également que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à démocratiser le sport, à améliorer la gouvernance des fédérations sportives et à sécuriser les conditions d'exercice du sport professionnel n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun. L'ordre du jour appelle le débat sur les menaces que les théories du wokisme font peser sur l'université, l'enseignement supérieur et les libertés académiques, demande du groupe Les Républicains. Je vous rappelle que dans ce débat, le groupe LR disposera d'un temps de présentation de 8 minutes. Le Gouvernement aura la faculté, s'il le juge nécessaire, de prendre la parole immédiatement après chaque orateur pour une durée de 2 minutes. L'orateur disposera alors à son tour du droit de répartie pour 1 minute. Le temps de réponse du Gouvernement à l'issue du débat est limité à 5 minutes. Le groupe auteur de la demande de débat disposera de 5 minutes pour le conclure. Madame la ministre, vous pourrez donc, si vous le souhaitez, répondre après chaque orateur, une fois que celui-ci aura retrouvé une place dans l'hémicycle. La parole est tout d'abord à l'orateur du groupe qui a demandé ce débat, M. Max Brisson, pour le groupe Les Républicains, pour 8 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens d'abord à remercier le président Retailleau et le groupe Les Républicains d'avoir inscrit ce débat à notre ordre du jour, tant sont grandes les menaces que les théories du wokisme font peser sur l'université, l'enseignement supérieur et les libertés académiques. Comme vous le savez, mes chers collègues, la traduction littérale de Stay Woke signifie « rester éveillé ». Popularisée aux États-Unis à l'origine dans la communauté afro-américaine, la notion est devenue récemment un projet politique d'ampleur, notamment à travers le mouvement Black Lives Matter. Caractérisé par un scepticisme radical quant à la possibilité d'obtenir une connaissance ou une vérité objective, le wokisme perçoit le monde sous une vision manichéenne, le partageant entre oppresseurs et oppressés, dominants et dominés. Cette idéologie née en Amérique a depuis traversé l'Atlantique. De l'écriture inclusive au relativisme culturel, de la déconstruction au communautarisme, de la culpabilisation à la victimisation, le wokisme est devenu la bannière sous laquelle ses militants tentent de fragmenter l'unité républicaine en définissant la citoyenneté sur une identité fondée sur l'origine, la race, la sexualité ou le genre. Je ne peux quant à moi me résoudre qu'en France, pays des Lumières, des droits de l'homme et de Victor Hugo, on puisse faire sienne une conception si différente de la citoyenneté que celle qui nous rassemble depuis la Révolution française. Je préfère celle que portait Ernest Renan lorsqu'il écrivait en 1882 « L'homme n'est esclave ni de sa race, ni de sa langue, ni de sa religion, ni du cours des fleuves, ni de la direction des chaînes de montagnes. Une grande agrégation d'hommes, saine d'esprit et chaude de cœur, crée une conscience morale qui s'appelle une nation. » Renan affirmait ainsi ce qui fait le cœur même de notre citoyenneté, l'adhésion de chaque citoyen aux valeurs de la République, sans en effacer pour autant l'identité personnelle. Cette conception française de la nation, fondée sur un corps citoyen constitué d'individus qui partagent une communauté d'idées, d'intérêts, d'affections, de souvenirs et d'espérances, est au fondement de notre République. C'est pourquoi je crois que le wokisme porte en lui une radicalité qui heurte directement notre conception de la nation et, en conséquence, les principes constitutifs de notre République. Et c'est justement parce qu'il est porté atteinte au cœur de la République qu'elle se doit de réagir fermement aux attaques qui lui sont faites. Comment en effet ne pas réagir lorsque le communautarisme, sous couvert de discours racialistes et indigénistes, invite à la repentance perpétuelle et à déboulonner les statues de nos personnages historiques les plus illustres? Comment ne pas réagir face à des municipalités qui autorisent l'organisation de manifestations non mixtes sur la voie publique? Comment ne pas réagir lorsque le recours à l'écriture inclusive se vulgarise dans l'enseignement supérieur alors même qu'une circulaire indique aux administrations de ne pas en faire usage? Comment ne pas réagir lorsqu'une université publique accueille dans ses locaux un colloque sur la déconstruction, déstabilisant le caractère un et indivisible de notre République? Comment ne pas réagir lorsque des visions idéologiques tentent de soumettre l'enseignement de l'histoire au prisme d'une vision globale, empruntant les lunettes déformantes du présent pour la soumettre aux exigences présupposées de notre époque? Comment ne pas réagir
Lorsqu'un professeur subit harcèlement, pression et menaces pour avoir contesté la réalité scientifique du concept d'islamophobie. Oui, je suis profondément mal à l'aise d'observer la diffusion de l'idéologie wokiste à l'université et dans l'enseignement supérieur et les procédés mis en œuvre pour censurer les professeurs qui ne s'inscrivent pas dans ce courant de pensée. Oui, je crois que dans notre pays, nos universités sont vectrices d'un projet d'émancipation et doivent cultiver chez nos étudiants une ouverture d'esprit nourrie par la conscience de la pluralité des modes d'établissement de la vérité. Oui, je suis convaincu que laisser cette idéologie nauséabonde, prônant la dissolution de toute norme, se diffuser, c'est porter atteinte à l'essence même de notre démocratie qui vit par le débat et la confrontation d'idées et non par la censure et le relativisme. Et que l'université, par excellence, le lieu où il faut protéger le débat, la confrontation pacifique et régulée des idées afin que progresse la connaissance et que s'établisse la vérité scientifique. Pourtant, mes chers collègues, si le wokisme tient parfois le haut du pavé, force est de constater que cette idéologie ne porte les revendications que d'une petite minorité d'individus. Comme le montre un sondage IFOP de février 2021, plus de 86% des Français disent ne jamais en avoir entendu parler, et parmi les 14% restants, 8% affirment ne pas savoir de quoi il s'agit. Finalement, ces chiffres font apparaître le wokisme pour ce qu'il est, un opium des intellectuels, comme l'écrit Pierre Valentin, qui ne se diffuse qu'au sein de minorités restreintes, appuyées par des théories américaines qui ne sont aucunement adaptées ni adaptables à la réalité de la France. Il est donc grand temps de rappeler combien la réalité objective, dessinée par le travail des historiens, des chercheurs et des professeurs, fait rarement bon ménage avec la réécriture historique aux fins de desiderata politiciens. Il est donc grand temps de combattre une idéologie qui tourne le dos à l'idéal des Lumières, à l'apport de la Révolution française et au fondement même de notre conception républicaine. Or, en la matière, permettez-moi de trouver, Madame la ministre, la réaction de ce gouvernement bien en demi-teinte. Certes, quelques déclarations ont pu donner l'impression de l'action, mais force est de constater que la prégnance wokiste et ses formes d'action les plus violentes ont progressé en 5 ans, comme si la fascination du président pour le modèle anglo-saxon constituait un frein, un combat résolu contre une idéologie de la déconstruction qui peut malheureusement trouver un écho dans certains propos présidentiels. Pour combattre le wokisme, il faut regarder notre passé, certes avec clairvoyance, mais certainement pas avec suspicion et esprit de repentance. Or, c'est sur cette voie que, hélas, plusieurs fois, le président Macron a voulu nous entraîner. Pour combattre le wokisme, il faut réarmer intellectuellement nos professeurs pour qu'ils soient les garants de notre conception universelle de la citoyenneté, celle qui n'assigne jamais un citoyen de notre République à sa couleur de peau, à ses croyances et à ses origines. Pour combattre le wokisme, il faut mettre au centre de notre projet éducatif l'apprentissage des savoirs fondamentaux. Pour combattre le wokisme, il faut replacer comme pierre angulaire de l'enseignement supérieur et de la recherche l'ouverture d'esprit et le débat d'idées. Pour combattre le wokisme, il faut tout simplement réassurer notre conception de la citoyenneté. Mes chers collègues, la nation nous rassemble, la République nous fédère et notre citoyenneté nous ouvre au monde. Ces concepts, trempés au cœur de notre histoire, demeurent d'une étonnante modernité. Nous devons avoir ensemble envie de les partager. J'espère sincèrement que le débat qui s'ouvre, au-delà de la dénonciation des dérives, sera l'occasion d'une vraie réflexion, justement, sur la modernité de notre conception de la République et sur les moyens que nous devons mobiliser pour la protéger et la faire prospérer, là en particulier, où se forme la capacité d'analyse critique des jeunes Français, là où le débat doit toujours être pluraliste, curieux, ouvert, car il est le garant d'une connaissance scientifique avérée, c'est-à-dire au sein même de notre université. Je vous remercie. Madame la ministre, vous souhaitez vous exprimer maintenant? Bien, je vous en prie.
Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Brisson. L'héritage des Lumières, c'est évidemment de regarder chaque citoyen, chaque individu de notre nation comme il l'est, par ses actes. Et vous avez rappelé aujourd'hui, Monsieur le sénateur, l'importance de la nation. Ce qui nous amène à débattre aujourd'hui, ce sont les conséquences, les menaces que porte le wokisme, une idéologie politique qui vient des États-Unis, et vous l'avez rappelé. Notre enjeu, le projet du président de la République, c'est un projet émancipateur. C'est un projet qui aiguise l'esprit critique, l'héritage des Lumières, celui qui garantit le pluralisme au sein de nos universités, le pluralisme de la recherche, le pluralisme des enseignements. Et le plus important encore, monsieur le sénateur, c'est de permettre que chacun de ces étudiants, en réalité, débattent, se construisent. Et là où nous luttons, et sur quoi nous luttons, c'est de garantir qu'il ne s'installe pas une idéologie qui imposerait finalement le débat au sein évidemment de nos universités. C'est évidemment de lutter pour ce pluralisme et défendre cette liberté académique, cette liberté d'enseignement dont nous avons hérité depuis la Troisième République. C'est de permettre qu'on ne tombe pas dans cette facilité finalement de ne plus étudier un auteur, d'aller revoir l'histoire avec des lunettes d'aujourd'hui. C'est effectivement revenir sur cette liberté académique absolument essentielle. Monsieur le sénateur, nous avons un enjeu. Avoir des jeunes, des citoyens éclairés, prêts au débat, armés idéologiquement, outillés historiquement, et qui ne fondent qu'une chose, qui fondent leur espérance dans la force d'une nation, qui lutte en réalité contre les discriminations, qui lutte contre les actes racistes, homophobes, antisémites et qui n'essentialise pas les débats. C'est le projet universaliste du président de la République et c'est pour cette pluralité que nous défendons. La parole est maintenant Madame Esther Benbassa pour 3 minutes. Vous souhaitez répondre à cet instant, Madame la Ministre. Madame Benbassa, je vous arrête. Je vous arrête sur votre chemin, c'est tout. Je n'ai pas ce pouvoir et s'il en avait, je n'en userais pas. Madame la Ministre, je crois à la sincérité de votre combat personnel et vous l'avez souvent montré. Permettez-moi, en revanche, de douter en la matière de la volonté constante du Président de la République et du gouvernement. Lorsque le Président de la République nous invite constamment à la repentance, lorsque dans ses attitudes, en particulier par rapport à notre passé, à la guerre d'Algérie, il invite à des réconciliations avec une partie en face qui n'a jamais eu l'intention d'être à la réconciliation, je crains qu'il ne soit pas autant à la hauteur de cette volonté farouche que vous avez exprimée. En revanche, je veux bien vous reconnaître, et vous l'avez fait à Poitiers en particulier, votre courage dans des moments difficiles, lorsque le wokisme veut empêcher par la censure l'expression de la vérité. Je doute profondément que le chef de l'État soit constamment sur cette position. Le « en même temps » oblige à voir très large et malheureusement, le « en même temps » va aussi de temps en temps pêcher du côté des wokistes. Merci. Madame Benbassa, c'est à vous. Nous, c'est une procédure de débat un tout petit peu nouvelle, donc le temps que je m'adapte. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, la principale difficulté à laquelle nous devons nous confronter est celle de la définition du wokisme. Je connais certes celle établie par ses détracteurs. Il ne serait pour eux qu'un agrégat des idées défendues par une certaine gauche animée par la volonté de démanteler notre culture et notre société. Cette vision fort caricaturale ne permet pas de saisir tous les enjeux de ce concept, qui ne se limite pas aux propositions extrêmes et peu constructives des promoteurs de la cancel culture, de la culture de l'annulation. L'origine du wokisme remonte aux années 1960, lorsque Martin Luther King appelait lors du mouvement des droits civiques la jeune génération noire à rester éveillée et à être une génération engagée. Popularisé dans les universités américaines à partir des années 2000
période à laquelle je les ai personnellement souvent visités, le concept de woke est en réalité très vaste. Il intègre le boycott, le déboulonnage des statuts, le décolonialisme, l'antiracisme, les appels à lutter contre la misogynie et le sexisme, la dénonciation auxquels sont assimilés le lynchage médiatique ainsi que sur les réseaux. Je conçois que certaines actions et prises de position puissent interroger, les unes relevant du militantisme politique et de la liberté d'expression, et d'autres d'une volonté d'instaurer une pensée unique. Tout comme je dénonce celles et ceux qui caricaturent ce mouvement, je dénonce des militants woke qui parfois, par des pratiques inappropriées, poussent à l'autocensure, laquelle doit rester étrangère au monde de la recherche et de l'enseignement supérieur. La richesse du monde universitaire tient à la place qu'il accorde à la confrontation intellectuelle. Tenter de réduire au silence celles et ceux qui ne partagent pas nos idées est inacceptable. Mon constat est donc le suivant. La liberté académique doit être préservée, à la fois des pressions gouvernementales visant à encourager une recherche et un enseignement officiel, mais aussi de l'extrémisme susceptible de découler de certains partis pris idéologiques. Comment envisagez-vous de garantir la préservation de cette liberté académique qui me semble, d'un côté comme de l'autre, menacée aujourd'hui? On a bien longtemps enseigné la French Theory, Derrida, Foucault ont enseigné eux-mêmes et notre enseignement n'a pas été touché, n'a pas été dévalorisé. Au contraire, nous avons exporté nos idées et nos concepts dans d'autres pays. Merci. Vous souhaitez la parole, Madame la Ministre ? Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Benbassa. Un des héritages les plus précieux que nous avons au sein de nos universités, c'est la liberté académique, c'est la pluralité de la recherche. Et tout l'enjeu, tout le travail de ce gouvernement et de cette équipe gouvernementale, et ça a été de poser des actes, ça a été par exemple le grand combat de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui pose avec la loi de programmation de la recherche plus de 25 milliards d'euros d'investis pour garantir et stimuler cette pluralité. Notre objectif, notre enjeu, c'est de garantir un climat serein au sein de nos universités, de simplement pas laisser s'installer une pensée autorisée et pas une autre, et finalement accompagner l'esprit critique de nos étudiants et ne pas laisser non plus s'installer ce que nous avons pu voir ces derniers mois et ces dernières années, parfois des colloques chahutés, parfois des enseignants pris à partie, quelle que soit en réalité la théorie ou leur recherche ou les sujets de leur recherche. C'est la grandeur de la France que de permettre des débats sains, sereins, étayés et en réalité qui poussent à l'esprit critique. Et pour cela, pas de noms placardés au sein de l'université, pas de colloques interdits, bien au contraire. L'esprit français, c'est l'esprit critique, c'est l'esprit des Lumières. Une minute, si vous voulez, Madame la sénatrice. Méthode, je m'y retrouve plus. Écoutez, Madame la Ministre, c'est ce que j'ai voulu dire, mais enfin, il ne faut pas faire une obsession du fait qu'on puisse enseigner le racisme, l'antiracisme, le féminisme, le néo-féminisme dans les universités. Vous savez bien qu'il y a très peu de postes pour tous ces nouvelles matières, et au CNRS, la même chose, ce n'est pas un danger. Après l'islamo-gauchisme, maintenant, c'est le wokisme. Non, mais l'université, vous savez, est un endroit encore où la pensée résiste. Et il est bon de préserver cette pensée critique, comme vous l'avez dit vous-même. Merci. Monsieur Yan Chantrel, vous avez la parole pour 9 minutes pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas dupes de la manœuvre opérée aujourd'hui par le groupe Les Républicains
En pleine élection présidentielle, vous avez décidé d'utiliser le Sénat afin d'avancer votre agenda démagogique en nous invitant à ce que Élisabeth Roudinesco appelle un banquet totémique. On pourrait même parler de séance d'exorcisme. Nous sommes en quelque sorte invités aujourd'hui à conjurer le mal. De ce point de vue, la droite conservatrice au sein de cet hémicycle emboîte le pas à la droite autoritaire au gouvernement. Hier, le mal que combattaient les forces réactionnaires qui minent notre pays, c'était l'islamo-gauchisme. Aujourd'hui, c'est le wokisme. Et demain, ce sera encore un autre néologisme. Vous êtes devenus maîtres dans l'art d'inventer de nouveaux mots, censés couper court à tout débat, et de créer autant d'écrans de fumée sémantiques pour ne pas parler des vrais dangers qui minent notre pays, et plus particulièrement nos universités. Car, ne nous y trompons pas, nos collègues de droite et leurs jumeaux au pouvoir n'ont cure de l'université, de la liberté académique et de la recherche. Vous n'avez jamais eu que mépris pour les chercheuses et chercheurs qui, dans leur laboratoire, sur le terrain ou dans leur séminaire, d'hypothèse en hypothèse, travaillent le doute, tentent de comprendre le monde tel qu'il va et préparent notre avenir. Encore une fois, l'université est instrumentalisée pour alimenter la machine à délire et polémique qui nourrit chaînes info et réseaux sociaux à longueur de journée. Ce débat est donc un nouvel écran de fumée, bien pratique pour celles et ceux qui, à droite comme au gouvernement, défendent le statu quo et son cortège de privilèges. Plus grave encore, derrière ces écrans de fumée, vous cherchez surtout à ce qu'on ne parle pas à l'université ou ailleurs des injustices et des discriminations qui frappent les jeunes lors de leur recherche d'emploi, de formation ou de logement. Vous ne souhaitez pas que soient abordées les discriminations et injustices qu'ils subissent en raison de leur nom, de leur adresse, de leur accent, de leur genre, de leur sexualité, de leur couleur de peau ou de leur handicap. Vous ne souhaitez pas que soient évoquées les violences symboliques, verbales, voire physiques que constituent le sexisme, la misogynie, l'homophobie, le racisme, l'antisémitisme et la haine des musulmanes et musulmans de France. Vous ne voulez surtout pas qu'on parle de tous les systèmes de domination, visibles ou invisibles, qui marginalisent, excluent, oppressent et parfois tuent dans notre pays. À droite comme au gouvernement, on ne veut surtout pas parler de ces sujets. Et c'est bien à éluder toutes ces questions pourtant vitales pour un grand nombre de nos compatriotes que sert l'écran de fumée du débat réactionnaire de ce jour. Pourtant, c'est bien cela être républicain et universaliste. C'est vouloir l'égalité réelle des droits, une réelle justice et le respect pour tous les enfants de France. Alors nous aurions pu boycotter ce débat ridicule qui nous plonge encore une fois dans les abîmes sans fond d'une campagne présidentielle qui peine à faire émerger les vrais sujets de préoccupation de nos compatriotes. Mais c'est justement parce que l'université est le lieu du débat, de la construction de l'esprit critique et de la contradiction que nous n'avons pas voulu laisser le champ libre à la parole réactionnaire. Car là est le paradoxe, et il faut bien le dire, le grotesque de l'intitulé qui nous est soumis aujourd'hui, c'est qu'il bafoue tout ce qu'il prétend défendre. D'abord, de quoi parle-t-on ? Cette pseudo-notion de wokisme, magma conceptuel informe, n'a pas le commencement d'une définition scientifique. C'est une énième chimère qu'il conviendrait de laisser sinon aux animateurs de CNews, plus largement à l'extrême droite qui l'a popularisée. Utiliser leurs mots, c'est faire le lit des traditionnels procureurs, prompts à condamner par principe les universitaires et les universités. Ensuite, la forme de nos échanges, qui, loin de reposer sur des faits, des chiffres, des analyses étayées, un rapport ou même une quelconque enquête de terrain, mélange sans aucun discernement rumeurs, complotisme et autres accusations sans fondement. Loin de reposer sur une analyse critique et une discussion contradictoire, ce débat fait la part belle aux propos de comptoir, aux vérités toutes faites et aux informations non vérifiées. Et pire encore, ce que ce débat bafoue et qu'il faut pourtant garantir et préserver en tant que législateur, c'est l'autonomie de la recherche et la liberté académique dans notre pays. Vos interventions dans ce débat sont l'illustration même du vrai danger qu'il faut combattre, celui de l'ingérence du politique dans la recherche. Car que faites-vous à droite en coupant les subventions aux établissements d'enseignement supérieur, comme votre ami Laurent Wauquiez en région Auvergne-Rhône-Alpes, ou au gouvernement en enjoignant le CNRS de mener une enquête sur ses propres chercheurs, si ce n'est une chasse aux sorcières ?
le nouveau maccarthisme, la culture de l'annulation que vous voulez fustiger ici, c'est vous qui la pratiquez. L'université, c'est le lieu où s'apprennent le doute, comme la modération, ainsi que la seule de nos institutions capable d'éclairer l'ensemble de la société, de l'école aux médias, par une connaissance scientifiquement établie, discutée et critiquée collégialement. Ces mots, vous les reconnaissez peut-être, ce sont ceux de la ministre de la Recherche dans une tribune du 26 octobre 2020. Il est loin le temps où le gouvernement défendait l'université face aux attaques dont elle est constamment victime. Alors, puisque vous voulez parler des menaces qui pèsent sur l'université, l'enseignement supérieur et les libertés académiques, eh bien parlons-en. Ce qui menace nos universités aujourd'hui, ce sont d'abord les idées d'Emmanuel Macron, qui propose d'augmenter les frais d'inscription. Voilà une idée pernicieuse venue d'Amérique du Nord, qui devrait vous offusquer à droite autant qu'elle nous alarme à gauche. Ce serait l'assurance de voir l'enseignement supérieur de moins en moins accessible aux classes populaires et surtout de condamner la jeunesse à devoir payer toute sa vie une dette accablante, comme c'est le cas aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Ce qui menace l'université, c'est la culture du néo-management qui, du ranking, du rebranding, s'immisce dans la gouvernance des établissements au mépris de la concertation, de la collégialité et du dialogue social. Voilà des théories venues d'Amérique du Nord qui devraient vous inquiéter à droite autant qu'elles nous affligent à gauche. Ce qui menace l'université, c'est la baisse de 15% du taux d'encadrement sur la dernière décennie, alors que le nombre d'étudiantes et d'étudiants passait de 1 400 000 à 1 800 000 sur la même période. Ce qui menace les universités, c'est la précarisation grandissante des contrats d'enseignants et d'enseignants-chercheurs, qui conduit nombre d'étudiants brillants à choisir une autre carrière, comme le prouve la chute du nombre de doctorants dans ce pays. Ce qui menace l'université, c'est la paupérisation grandissante des étudiantes et étudiants qui continuent à défiler tard le soir dans des queues interminables au guichet des banques alimentaires. Ce qui menace l'université, c'est le manque de crédits récurrents alloués à la recherche au profit de l'ANR, alors que de nombreux laboratoires sont d'un mauvais état ou manquent de matériel. Ce qui menace l'université, c'est le système dual de notre enseignement supérieur qui autorise encore l'État à consacrer 2 fois plus d'argent pour un étudiant en classe prépa que pour un étudiant en licence. Ce qui menace l'université, enfin, c'est Parcoursup et ses algorithmes dont le manque de transparence nourrit l'anxiété et le sentiment d'arbitraire chez les lycéens et leurs parents. Voilà les vrais sujets que nous devrions débattre aujourd'hui. Notre devoir dans cet hémicycle, c'est d'être les garants de la liberté académique, c'est d'être les garants de la liberté académique et d'empêcher surtout toute ingérence du politique dans les débats scientifiques. C'est un fondement intangible et nécessaire dans une démocratie, et nous serons toujours aux côtés de la communauté scientifique pour le défendre. Madame la ministre, dès que monsieur... Voilà. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Chantrel, dans vos propos, zéro nuance. Ce qui menace l'université aujourd'hui, c'est évidemment des propos sans nuance. Ce qu'on apprend à l'université, c'est l'esprit critique. Et monsieur le sénateur, des précarités, nous luttons contre. 5 milliards d'euros depuis le début de ce quinquennat pour l'université. Les précarités, elles sont multiples. Quel est le gouvernement aujourd'hui qui va lutter contre les inégalités de destin? C'est le nôtre, monsieur le sénateur. Qui accompagne la précarité menstruelle des étudiantes? Qui gèle aujourd'hui les loyers des Crous? Qui a rénové les Crous? C'est nous, monsieur le sénateur. Alors moi, je veux bien avoir un débat sur les précarités et le bilan de l'accompagnement des étudiants, parce que nous n'avons pas à rougir. Par contre, monsieur le sénateur, en respectant cette haute chambre et respectant le sujet du débat aujourd'hui, eh bien contre le wokisme, puisque c'est le sujet qui nous anime, eh bien nous avons saisi le collège des déontologues. Nous renforçons les déontologues sur les territoires avec leurs référents. Parce que oui, notre objectif, c'est de protéger ces libertés académiques et de ne pas laisser s'installer une pensée qui serait en réalité autorisée et pas une autre. Et pour ça, monsieur le sénateur, nous avons 2 enjeux. Le premier,
c'est évidemment garantir le climat et l'environnement de nos universités pour que les étudiants, oui, étudient en bonne santé, étudient dans de bonnes conditions, dans des logements dignes, avec des enseignants qui sont protégés et qui n'ont pas peur qu'on les lynche ou encore qu'on les mette au pilori. Monsieur le sénateur, les étudiants de notre pays, aujourd'hui, ils ont envie d'une université qui rayonne, une université qui fait de la recherche. Et c'est ce que nous faisons en recrutant au sein du CNRA, c'est ce que nous faisons en renforçant en réalité Parcoursup pour ne pas laisser la place au hasard. Parce que c'est cela, monsieur le sénateur, la réalité. C'est qu'il y a à peine quelques années, le choix, c'était le hasard qui le décidait. Eh bien, ce n'est pas la promesse républicaine qui est la nôtre. La parole est à monsieur André Gattolin pour 6 minutes. À monsieur Chantrel, pardon. Quand même. Excusez-moi, madame la secrétaire d'État, mais votre réponse me laisse pantois. À quel point votre niveau de déconnexion. Et c'est un enfant de l'université qui vous parle. Je viens de la banlieue française, j'ai étudié à l'université de Villetaneuse. Et quand je vous entends, j'ai envie de vous dire, venez avec moi les visiter. Vous serez effarés. Moi, j'y suis allé pour voir un petit peu si ça avait progressé. Ça n'a pas progressé du tout. Vous avez des enseignants, malheureusement, qui n'ont même pas de quoi chauffer. Il manque de chauffage. C'est vétuste, c'est catastrophique. Enfin, à un moment donné, allez sur le terrain, allez voir les choses. Parce que vous ne pouvez pas voir à quel point c'est violent que des étudiants, étudiantes et des chercheurs qui nous écoutent que vous dire que tout est beau dans le meilleur des mondes avec ce qu'ils vivent au quotidien. Et eux, ils le savent, ce que c'est la précarité et les conditions de recherche et les conditions de notre pays. D'ailleurs, le sénateur des Français établis hors de France que je suis pourrait témoigner de nombreux talents qui partent justement parce que vous ne mettez pas les moyens au niveau de la recherche. Ils sont sous-payés, ils sont sous-considérés. Et pire que ça, des fois, vous les combattez puisque vous menez des enquêtes contre eux. Vous diligentez des enquêtes. Merci, monsieur Chantrel. C'est moi qui préside. Maintenant, monsieur Gattolin, vous pouvez monter l'escalier. D'accord. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Nous sommes tous d'accord, la vocation du politique, c'est de débattre de tout. Rien de ce qui se rapporte à la vie de la cité, la police au sens grec du terme, ne saurait donc lui être étranger. Tout peut, et d'une certaine manière, doit être débattu en politique. Je remercie donc l'initiateur de ce débat et je me félicite précisément qu'il s'agisse d'un débat et que d'un débat. Malheureusement, un débat uniquement entre parlementaires, car il eût été intéressant d'y associer des universitaires et des chercheurs sur ce domaine. Et qu'il ne s'agisse pas d'une proposition de loi qui aurait immédiatement posé la question très délicate de la définition des concepts et surtout de la mise en norme précise des mesures publiques qui auraient pu être avancées. Je dis ça parce que je fais partie des gens qui ont toujours été très prudents, comme nombre d'entre nous, contre ce qu'on appelle les lois mémorielles. Quand le politique réécrit l'histoire ou choisit des dates d'histoire plutôt que d'autres, c'est toujours un problème. Et je pense qu'en matière universitaire, les choix des contenus ne relèvent pas de la discussion politique. Elles relèvent du corps de la recherche et du monde universitaire dans son pluralisme. Alors bien sûr, l'intitulé du débat met en scène une notion que je connais bien, celui des libertés académiques. Nous aurons sans doute l'occasion ce soir d'en débattre lors du débat organisé autour de la mission information qui traitait de ce sujet. Mais le concept de liberté académique lui-même, comme cela a été développé dans la proposition de résolution européenne afin de soutenir la liberté académique en Europe que nous avons adoptée au sein de la Commission des affaires européennes en décembre dernier, cette définition et ce concept de liberté académique souffrent encore de l'absence d'une définition précise, invariable et d'un cadre normatif unanimement admis et surtout précisément écrit et inscrit dans la loi. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, a écrit un jour Albert Camus. Et en ces temps de division, bien nommer les choses doit être une hygiène démocratique. Le problème de l'absence d'une définition communément admise est encore plus vif lorsque nous parlons de woke et de wokisme. De quoi parle-t-on ? En faisant des recherches sommaires, tout un chacun peut constater que le terme woke vient de l'anglais qui signifie éveillé, mais qu'il ne fait l'objet d'aucune définition académique. Rien à voir, en tout cas, avec cet ustensile de cuisine, le wok, sorte de poêle millénaire venu d'Asie et qui en cantonais signifie chaudron
et qui permet de cuire toutes sortes d'aliments sans mettre trop de matière grasse. Encore que, en l'absence de définition académique sérieuse de ce que nous qualifions le wok, celui-ci ressemble un peu à ces mélanges de légumes divers, de graines et de viande qu'on cuisine ensemble sans trop y ajouter, cette fois-ci, de la matière grise. Alors, il est indispensable de distinguer deux choses, ce qui relève du champ scientifique et ce qui relève du débat d'idées. Le champ scientifique est un lieu structuré de production, de validation et de circulation des savoirs dans le respect de la pluralité et du pluralisme. Il peut et il doit exister des controverses dans le monde académique. Celles-ci s'expriment selon des règles précises de débats contradictoires et argumentés. La liberté académique est consubstantielle à la liberté de recherche dans tous les domaines de la science, y compris, bien évidemment, dans le domaine des sciences humaines et sociales. Elle est aussi consubstantielle à la liberté d'enseigner, pour peu que cet enseignement respecte les règles de l'art, c'est-à-dire qu'il admet l'existence et exprime les thèses opposées à celles développées par l'enseignant ou par le chercheur. Cela signifie que la liberté académique s'accompagne d'une nécessaire responsabilité académique, dont le fondement d'ailleurs le plus connu est pour le chercheur ce qu'on appelle l'intégrité scientifique et pour l'établissement universitaire la mise en œuvre du principe de respect du pluralisme et pluralité des idées et des enseignements. L'existence d'une pensée critique, c'est-à-dire d'une pensée divergente et étayée face à la pensée majoritaire ou dominante, est tout sauf incompatible avec une culture académique démocratique. Sans elle, pas de controverse de Valladolid et des générations de Galilée forcées à se défausser. Alors, je ne suis pas un thuriféraire, quand on me connaît bien, de Pierre Bourdieu, mais je dois admettre qu'il disait juste lorsqu'il écrivait qu'un champ scientifique authentique est un espace où les chercheurs s'accordent sur des terrains de désaccord et sur les instruments avec lesquels ils sont en mesure de résoudre ces désaccords et sur rien d'autre. Le problème se pose lorsqu'à côté, ou parfois au-delà des écoles de pensée critique, se développe ce qu'on appelle une pensée dénonciatrice, agressive, menaçante et ne respectant pas les règles académiques exprimées précédemment. Ces pensées dénonciatrices, qu'elles nous plaisent ou non, relèvent du débat d'idées ou du débat public, et rien que ça, mais elles doivent respecter cependant la loi et les principes posés par l'État de droit. Le débat d'idées, s'il fait vivre la démocratie, n'est pas régi par les règles académiques. C'est pour cela qu'il peut parfois générer l'hystérie et des passions tristes. C'est pour cela aussi qu'on a besoin de la rigueur de la recherche académique. Alors, y a-t-il une vraie résonance du wokisme aujourd'hui dans les travaux de recherche en France ? Moi-même, enseignant, je me suis renseigné à ce sujet, j'ai trouvé peu d'éléments. Et je voudrais savoir si derrière ce mot fourre-tout, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pourrait, à travers les travaux de recherche qui sont initiés, de thèse, doctorat, essayer de dresser un véritable tableau de l'existence ou non de tel courant ou de tel autre courant, parce que les phénomènes de mode existent aussi dans le monde universitaire. Je vous remercie. Madame la ministre. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Gattolin, dans vos propos nuancés, vous définissez d'une certaine manière la différence entre les éléments de recherche qui ont vocation à être très pluriels, très divers, et au contraire, encore une fois, qui font l'honneur et la qualité de nos grandes universités françaises. Et le passage finalement de ces éléments de recherche, donc d'un débat descriptif des sciences sociales, à un comportement prescriptif, celui qui viendrait imposer soit une pensée unique, une pensée autorisée, une pensée dominante face à une pensée, ou en tout cas des auteurs qu'on n'aurait plus le droit d'étayer ou pas. Pour cela, nous avons aujourd'hui
parce que c'est la volonté de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, consolider d'une certaine manière un certain nombre d'outils qui permettent de regarder la pluralité de ces éléments. Je pense que nous serons en capacité de vous apporter ces différents éléments. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le renforcement du CNRS, l'augmentation des moyens des laboratoires de plus de 10%, de 15% en 2022, l'augmentation également du taux de succès des projets déposés dans leur diversité, ou encore la création de plus de 360 congés spécifiques à la recherche, ont vocation à garantir effectivement cette pluralité et donc, dans les sciences humaines en particulier, les recherches les plus descriptives et non pas ce qui amène à des comportements prescriptifs qui viendraient réduire en réalité ce petit joyau qu'on appelle l'université française. Merci Madame la Ministre pour ces précisions. Et effectivement, il est important de regarder cela. Moi, j'ai tous les ans une vingtaine d'étudiants. Il y a 2 ans, j'ai lancé un débat dans le cadre des politiques culturelles de la France, la question du langage et de l'écriture inclusive. J'avais les 3/4 qui me disaient qu'ils y étaient favorables. Quand j'ai proposé des mémoires ou d'écrire des travaux sur ce sujet, personne ne l'a développé, parce que personne n'était capable de trouver aussi une argumentation scientifique organisée dans l'état de l'art d'un travail universitaire pour faire cela. Et par ailleurs, les travaux qui m'ont été rendus, personne n'a osé, même si je n'ai pas fermé la porte, à ce que ce soit écrit en écriture inclusive. Je crois qu'il ne faut pas confondre le débat d'une jeunesse étudiante qui est intellectuelle et quelque part qui saute sur tous les courants de pensée, et puis la réalité de ce que l'université, dans son encadrement précis, long, de docteurs, de chercheurs, produit réellement. C'est pour ça que je crois que si on veut avoir une vraie image de l'université et de la recherche, il faut se baser sur les grands travaux, les plus grandes publications scientifiques et les travaux de doctorat. Je vous remercie. La parole est à monsieur Jean-Pierre Decool pour le groupe Les Indépendants et pour 5 minutes. C'est intéressant ce que... Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en liminaire à ce débat, à cette intervention, je remercie Max Brisson, son initiateur. Stay Woke, c'est le titre d'un documentaire réalisé en 2016 par Lawrence Grant sur le mouvement Black Lives Matter. C'est devenu un mot d'ordre aux États-Unis pour tous ceux qui considèrent les sociétés occidentales comme structurellement racistes, mais aussi sexistes, islamophobes ou homophobes. Stay woke, donc, restez éveillés, restez vigilants. Soyez sur vos gardes, les discriminations sont partout. Nous les pratiquons sans le savoir, nous sommes coupables à notre insu. Tel est le mot d'ordre du wokisme, il nous renvoie à une faute que nous commettons sans même en avoir conscience. Littéralement, le wokisme renvoie d'abord à une faute d'orthographe. Dans la langue de Shakespeare, il aurait fallu dire « woken » et non « woke ». Au commencement était l'erreur, déjà. On pourrait considérer que l'étymologie du signifiant est anecdotique, tant le signifié est problématique, j'en doute. J'en doute, car au fond se cache l'idée que la langue en soi est un mécanisme d'oppression et de discrimination. On court aujourd'hui le risque de ne pouvoir s'exprimer sans blesser quelqu'un. En France, nous subissons déjà les assauts de cette exégèse moralisatrice. Elle revêt de multiples visages et réprime toute forme d'expression. La censure frappe autant la langue du quotidien que le langage artistique. Concernant la langue du quotidien, cette censure s'appelle écriture inclusive. Ses promoteurs soutiennent que les règles de grammaire française constituent des mécanismes d'oppression à l'encontre de la gente féminine. Mais à la vérité, l'écriture inclusive exclut et discrimine. Elle oppose sans cesse les deux genres, sans jamais les accorder. Madame la ministre, nous le constatons tous les jours. Cette écriture inclusive se propage partout. Elle gagne même l'université, ses professeurs, ses élèves et son administration. Le ministre de l'Éducation nationale avait pourtant été clair sur ce sujet. Cette déformation du français n'a pas sa place dans notre administration. Elle ne l'a pas non plus, a fortiori, dans les lieux où se transmet le savoir.
J'ai été à l'initiative d'un débat organisé sur ce thème, ici au Sénat, en mai dernier, et je me réjouis que le débat continue. Et j'en profite pour saluer l'initiative de ma collègue Pascale Gruny. Sa proposition de loi prolonge ainsi ces travaux. Nos discussions s'inscrivent donc dans une forme de continuité. Wokisme, écriture inclusive, ces dérives prospèrent. À l'université, elles y remettent en cause le véhicule du savoir, c'est-à-dire le langage en tant que tel. Je l'ai dit, le wokisme n'applique pas sa censure qu'à la langue du quotidien, mais aussi au langage artistique. Comme dans les campus américains, de plus en plus d'étudiants s'opposent en France à ce que certaines manifestations culturelles aient lieu au prétexte qu'elles perpétuent des stéréotypes sexistes ou racistes. Ainsi, en mars 2019, des groupuscules soi-disant antiracistes manifestaient contre une représentation de la pièce d'Eschyle, Les Suppliantes, dans l'amphithéâtre Richelieu en Sorbonne. La raison évoquée par ces agitateurs, le metteur en scène avait décidé de couvrir les visages de masques dont certains étaient noirs. Ils ignoraient qu'il s'agissait là de renouer avec la pratique classique du théâtre antique. Je ne crois pas utile de rentrer dans un débat propre aux études théâtrales. Ce qu'il y a de choquant dans cet événement, comme dans bien d'autres survenus depuis, c'est que des groupuscules s'attribuent un rôle de censeur que personne ne leur a confié. Il faut le dire tout net, la culture doit rester libre de ses censures. Nous ne pouvons pas baisser la garde. Nous devons au contraire explorer les voies d'action, qu'elles soient d'ordre législatif, réglementaire ou même culturel. Pour y mettre un terme, nous devons également mener la bataille sur le plan des idées. Il faut expliquer pourquoi on ne combat pas le racisme en interdisant des pièces de théâtre. Il faut expliquer pourquoi on ne lutte pas pour l'égalité entre les hommes et les femmes lorsqu'on exclut des hommes de certaines réunions. Il faut expliquer enfin pourquoi on dégrade le débat intellectuel lorsqu'on interdit certaines personnes de s'exprimer au motif qu'elles ne pensent pas comme il faut. L'université est par définition le lieu où s'ouvrent les esprits et où se transmettent les savoirs. Le wokisme n'y a pas sa place. L'enjeu est d'autant plus grave que pour les générations actuelles et futures, l'université pourrait donner à cette idéologie l'apparence d'une validation éthique et scientifique. Il en va de la préservation de notre langue et de notre culture. Merci. C'est optionnel, hein, Madame la Ministre. Ce n'est pas optionnel, ça veut dire que vous avez un peu de temps si vous le voulez. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Décolle, vous avez mis en lumière un sujet important, celui de l'écriture inclusive et de ce point médian. La position du ministre Jean-Michel Blanquer, et vous l'avez rappelé, et de Frédérique Vidal ont été extrêmement claires. Il n'y a pas la place à cette écriture inclusive aujourd'hui dans nos universités au sein des établissements d'éducation, de l'éducation nationale. Pour une raison toute simple, ce n'est pas la grammaire française, ce n'est pas du français. Par contre, monsieur le sénateur, vous avez également parlé de la pièce de théâtre des suppliantes. Et nous sommes en accord total. Jamais dans notre pays, nous devrions nous accommoder de censure, de censeurs ou d'une moralité qui nous imposerait de nous priver de la grandeur de la culture française en particulier. Et pour cela, je sais que ça a été un enjeu important puisqu'il a créé du débat, mais elle a été rejouée en avril en présence de Frédérique Vidal et à l'époque de Franck Riester, ministre de la Culture. Je vous remercie. Madame la ministre, je veux vous remercier pour cette réponse. Vous avez très justement rappelé la posture de M. le ministre Blanquer concernant l'écriture inclusive, la pédagogie et l'art de la répétition. Vous l'avez très justement fait. Je vous en remercie. Merci. La parole est à Monsieur Jacques Grosperrin pour 4 minutes pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la science et la connaissance doivent être respectées dans leur autonomie et leur indépendance, indispensables à la transmission.
Elles n'admettent aucune pénétration idéologique. Le savoir n'est pas une opinion, la vérité scientifique n'est pas une croyance ni une conviction politique. L'université aujourd'hui, mais pas partout, le théâtre d'affrontements idéologiques menés par les tenants d'une déconstruction assumée contre l'institution elle-même. Ceux qui me connaissent le savent que mes propos ne sont ni un fantasme, ni une obsession. C'est une réalité vécue dont les exemples abondent, un phénomène que dénonce une majorité d'enseignants-chercheurs qui constatent une confusion croissante entre la liberté académique et la liberté d'expression. Ma préoccupation est laïque et républicaine. Je suis inquiet devant les dérives constatées. Il ne faut pas baisser la tête devant la bien-pensance moralisatrice, celle d'une gauche communautariste en panne d'idées, très éloignée dans la réalité d'égalité et d'émancipation. Et je pense à tous ces étudiants sérieux, travailleurs, qui aspirent à penser par eux-mêmes et auxquels on veut imposer un nouveau terrorisme intellectuel. Ils subissent une atmosphère pesante, ils constatent une situation dans laquelle il n'est plus possible d'avancer l'idée que le voile est un symbole d'oppression de la femme par l'homme. Ils se font traiter d'islamophobes, de racistes, d'homophobes, par un discours extrémiste qui sature l'espace universitaire, comme à ce jour, nous l'avons entendu. Nous souhaitions en avoir fini avec la contamination de la recherche par le militantisme, Madame la Ministre. Nous avions tort. Certains de nos universitaires engagés tentent à nouveau de conquérir les amphithéâtres. Ils délaissent le cadre de la démocratie et du bulletin de vote, certainement pas assez chic pour eux. Omnibulés par leur ego et ne sachant pas où se tourner, ils ont jeté un coup d'œil outre-Atlantique et décidé que la race, le genre, les discours de domination leur permettraient à peu de frais, en leurrant leurs étudiants, d'exister. Ils recherchent une revanche à tout prix, mais sur quoi? Le militantisme académique, dans la confusion et la provocation, veut le beurre, l'argent du beurre. Peu lui importe l'affaiblissement de tous et le devenir de ses étudiants. Nous n'acceptons pas le monde social que certains chercheurs militants mettent en avant en appauvrissant d'autant les ressources conceptuelles de l'université. Ils tentent, sans prendre de risques excessifs, statutairement, de cumuler la posture du chercheur avec celui de l'acteur. Personne n'est dupe de leur technique de déconstruction, même si l'intimidation empêche parfois de la dénoncer. Car les menaces sont bien là, l'état d'éveil, le wokisme permanent devant toutes les discriminations, c'est utiliser à plein la légitimité potentielle des causes défendues grâce à la sensibilité à l'égalité des droits. La confusion recherche-militantisme s'ajoute alors à la cancel culture pour imposer une conception égalitariste comme seul critère de voie de production académique. L'État doit apporter de nouvelles garanties devant les attaques dont la liberté académique est victime. Il faut mettre un terme à la confusion qui s'est installée. Les menaces internes et externes sont incontestables. Nous attendons encore les conclusions de l'enquête dans la recherche universitaire. Les moyens d'agir existent pour les services de l'État. De nombreux articles du Code de l'éducation le disent clairement. L'activité d'enseignement et de recherche doit s'exercer dans des conditions de totale indépendance et dans la sérénité indispensable à la réflexion et à la création intellectuelle. Le service public de l'enseignement supérieur est laïque, indépendant de toute emprise politique ou idéologique. Les principes d'objectivité et de tolérance ne sont pas négociables. Les possibilités de rappeler efficacement le Code de l'éducation et d'opérer des contrôles qui s'imposent ne manquent pas, pour autant que la volonté politique s'en exprime. Encore faut-il que les textes eux-mêmes ne soient pas modifiés par l'État. Une modification du Code de l'éducation en date du 24 décembre 2020 interroge, par exemple, quand elle affirme que le service public d'enseignement supérieur contribue à la lutte contre les discriminations, à la réduction des inégalités culturelles ou sociales. Mais comment ne pouvons pas être d'accord? Un autre article du même Code de l'éducation a été modifié pour affirmer que l'enseignement supérieur mène une action contre les stéréotypes sexués. Il y a parfois une forme d'inconscience des enjeux de l'autonomie scientifique et de la liberté académique, quand le ministère utilise lui-même un vocabulaire militant en termes de lutte et d'action à mener. Les aberrations administratives et humaines qui découlent de l'évolution de tels textes sont innombrables. Chacun doit prendre conscience de l'emprise croissante de ce militantisme dévoyé par certains et ne pas transformer les salles de cours en lieu d'endoctrinement. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre. Vous avez 4 minutes ? Mais vous aviez 4 minutes. Mais vous regardez en face, on voit très bien. Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Grosperrin. Vous avez parlé de deux choses, je pense, qui sont absolument essentielles. L'égalité des chances, l'égalité réelle, l'émancipation par l'université. Évidemment, c'est un projet.
C'est un projet de notre République, c'est la promotion de la valeur travail, de la méritocratie et de la grandeur finalement de nos universités et de tout notre système scolaire et d'enseignement supérieur. Et monsieur le sénateur, vous avez rappelé les modifications au Code de l'éducation. Ces modifications, elles sont le fruit de travaux qui ont été votés au sein de cette Chambre, comme au sein de l'Assemblée nationale. Et c'est bien le fruit du débat parlementaire dans le cadre finalement de l'égalité et de l'accompagnement des étudiants boursiers que ces évolutions ont eu lieu. Et je crois que c'est aussi la grandeur de notre pays que d'aller chercher finalement la lutte contre toutes les discriminations, finalement le fait que toute une nation se lève quand il y a un acte raciste, homophobe, antisémite. Parce que finalement, monsieur le sénateur, et c'est peut-être la grande différence entre toutes ces théories, celle d'une France universaliste, c'est celle qui n'accepte pas l'installation de ces discriminations, ou finalement que le combat contre les discriminations serait exclusivement réservé à ceux d'une communauté désignée. Et c'est bien la grande différence entre l'universalisme et l'essentialisme dans le débat politique et pas pour le coup universitaire. Les seules limites en réalité à la liberté académique ou à la liberté d'enseignement au sein de nos universités, que ce soit dans la recherche ou dans l'enseignement, ce sont ce que le législateur a posé comme limite. Je pense évidemment au négationnisme, je pense évidemment aux appels à la haine, mais rien d'autre. Et si nous cultivons la qualité de nos débats, alors nous trouverons, je pense, des citoyens éclairés demain dans leur expression et dans leurs fondamentaux, et nous ne regarderons plus de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Ministre pour votre réponse. Et comme mon collègue Max Brisson, je connais votre engagement vis-à-vis de cela. Mais je souhaite dire, même si la CPU souhaite que justement cette liberté académique soit inscrite dans la Constitution, je tiens à dire que ce ne sont pas toutes les universités qui fonctionnent ainsi, ce ne sont pas tous les enseignants-chercheurs qui fonctionnent ainsi, mais ce moment de discussion permettra en tout cas au niveau de ce rayonnement de pouvoir parler de quelque chose qui est grave en France. Et j'aurais aimé néanmoins, je sais les difficultés que la ministre d'Enseignement supérieur a pu avoir lorsqu'elle a rejoint Jean-Michel Blanquer, et je voudrais avoir une petite pensée pour elle à ce moment-là, mais dire aussi que j'aurais aimé entendre le président de la République s'exprimer sur ce sujet qui est tellement important pour l'avenir de nos étudiants et pour l'avenir de la France. Merci. Monsieur Thomas Dossus, vous avez la parole pour 5 minutes pour le groupe Écologie Solidarité Territoire. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en prenant connaissance de l'ordre du jour, j'ai eu un ouf de soulagement. Enfin, le vrai débat, le vrai choc de société, le vrai enjeu de ce nouveau siècle, le danger finalement nommé wokisme. Enfin, notre droite bien française importe la panique morale de la droite américaine. Après Jair Bolsonaro et Donald Trump, ces phares de la pensée néoconservatrice, il était temps que nous nous attaquions nous aussi à la recherche en sciences humaines et sociales en particulier. On avait eu les gender studies, la théorie du genre, et on a fait un petit détour par l'écriture inclusive, puis l'islamo-gauchisme, mais on se perdait un peu, alors bienvenue au nouveau danger, celui qui unifie tous les réactionnaires français, le wokisme. Certains dans ma famille politique pensaient naïvement qu'il s'agissait d'un épouvantail que l'on agite pour parler d'un mouvement de jeunes gens éveillés qui interrogent l'histoire et les déterminismes, remettent en question les dominations de nos sociétés, se questionnent sur nos grands hommes, demandent un égal traitement des humains quels qu'ils soient ou s'intéressent par exemple à la manière dont le langage produit des normes. Mais pour vous, on l'a bien compris, ce sont des extrémistes que vous estimez même plus dangereux que l'extrême droite. Cette extrême droite bien réelle pourtant aujourd'hui, qui menace de mort des personnalités politiques, qui produit des tribunes appelant à la guerre civile, qui a fomenté 10 attentats déjoués depuis 2017, ce danger-là, visiblement, ne mérite pas de débat dans notre Assemblée. Et sur ce point, je me réjouis de constater que vous êtes sur la même ligne que le gouvernement. Rendez-vous compte, au moment même où toutes nos écoles étaient dans la tourmente de la valse des protocoles sanitaires, notre ministre Blanquer a posé un acte fort, ouvrir un colloque sur le wokisme. Un colloque où s'est libérée une parole de comptoir durant 2 jours sur la résistance à toute forme de progressisme, à toute forme de liberté académique. Voilà la vraie priorité. Une priorité aussi pour la ministre de la Recherche, ça a été dit, au moment où les étudiants souffraient des mois de confinement, de distanciel, de précarité galopante. Madame Vidal a su justement nommer le mal et commander une enquête au CNRS sur l'islamo-gauchisme qui gangrènerait nos universités. Peu importe si le CNRS a condamné l'utilisation d'un terme qui n'a aucune réalité scientifique, il y a une enquête qui remet en cause les libertés académiques. Peu importe si cette enquête n'a jamais vu le jour, l'essentiel c'est d'en avoir parlé. D'autres aussi ont eu besoin d'en parler. Prenons le cas de Laurent Wauquiez qui a promptement coupé les subventions de la région à Sciences Po Grenoble, principalement des aides aux étudiants d'ailleurs, pour une affaire montée de toutes pièces,
Qu'importe que toute la communauté éducative appelle à cesser la stigmatisation de cet établissement, ce qui compte, c'est le symbole. Et pourtant, on a eu là une attaque directe, concrète sur les libertés académiques. D'autres parlementaires ont voulu jouer avec ce totem. Julien Aubert et Damien Abad, à l'Assemblée nationale, ont demandé, début 2021, la création d'une mission d'information qui reprenait exactement les termes du débat d'aujourd'hui. Avec la finesse d'analyse qui les caractérise, ils se sont permis un parallèle entre le nazisme, le stalinisme et le mouvement dont nous parlons aujourd'hui. Après avoir osé écrire « Islam conservateur » et « Écriture inclusive marche main dans la main », ils ont suggéré tout simplement de remettre en cause les libertés académiques pour traiter le mal à la racine. Nous y voilà. Mais je constate que cette demande de mission n'a elle aussi été qu'une opération de communication qui n'a finalement mené à rien de concret. Et heureusement, rien de concret, mais peu importe, car le mal est fait. Et cette fois-ci, chers collègues, je le dis avec sérieux et gravité, c'est de votre faute. Main dans la main avec le gouvernement, vous attaquez la recherche universitaire, vous jetez le poison du soupçon, de l'anathème, principalement sur les sciences humaines et sociales. Si vous voulez parler sérieusement des menaces qui pèsent sur l'université et les libertés académiques, alors la liste est longue et le prétendu wokisme n'y figure évidemment pas. La paupérisation de la recherche, notamment en sciences humaines et sociales, la précarisation des jeunes chercheurs, des milliers d'étudiants dont on ne permet pas l'inscription en master, plus d'1 jeune sur 10 sous le seuil de pauvreté, des universités et des Crous dans un état calamiteux, des files d'attente d'étudiants devant les psychologues et les guichets d'aide alimentaire, et la volonté d'influence des grosses sociétés polluantes dans les écoles et universités. Mais je constate que vous avez parfois un rapport assez hermétique avec le réel. Ainsi, à 3 mois de la présidentielle, nous avons droit à notre débat au ras des pâquerettes, approximatif, stigmatisant et foncièrement inutile. Lorsque la recherche universitaire va à l'encontre de votre projet politique, un projet devenu ici impossible à distinguer de celui de l'extrême droite, alors oui, vous faites peser des menaces bien plus graves que les libertés académiques, sur les libertés académiques que quelques outrances militantes. On le voit clairement aujourd'hui. La volonté d'annuler, d'interdire, de régenter la pensée provient en vérité de votre camp. L'ordre et la morale, c'est ça votre objectif. Tout le reste, les moyens alloués à l'université, le soutien à la recherche, la lutte contre la précarité étudiante, tout cela n'est qu'accessoire et nous en avons une preuve éclatante aujourd'hui. Je vous remercie. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Dossus, vous appelez au pluralisme et vous condamnez des colloques. Vous appelez au débat et vous condamnez finalement l'échange, le débat à la française au sein de nos universités. Le colloque que vous avez cité et auquel Jean-Michel Blanquer avait participé, c'est un débat qui permet de poser des théories, de poser des discussions, de poser des principes, de les voir challenger, aux yeux d'ailleurs des étudiants. Et c'est exactement ça qui construit l'esprit critique. Monsieur le sénateur, nous avons un seul cap et une seule boussole. Protéger les libertés académiques et d'enseignement, garantir un climat le plus sain et le plus serein au sein de nos universités pour que nos étudiants puissent s'éveiller, travailler, se questionner et finalement se construire leur propre et unique pensée. Ne laisser aucune pensée s'installer comme finalement la seule autorisée. Ne pas laisser s'installer l'autocensure. Et nous voyons à quel point aujourd'hui, dans des universités outre-marines, il se passe quoi ? Il se pose la question de comment finalement ramener à nouveau un pluralisme. Nous l'avons hérité et nous l'avons finalement bâti depuis la Troisième République. À nous de le garder, monsieur le sénateur Dossus. À nous finalement, alors même que votre combat aujourd'hui est de poser la question, de défendre cette ligne, eh bien aujourd'hui au sein de nos universités, nous défendons cette liberté académique et nous la garantissons. Par contre, ces colloques, ils sont évidemment bienvenus dans un pays qui aime le débat, qui aime la politique et qui aime la société. Madame la ministre, je crois qu'on n'a pas vu le même colloque. Il n'y avait aucun pluralisme qui s'exprimait dans ce colloque. C'était dans un seul sens. C'était dans un seul sens qui était de dénoncer la diversité des recherches académiques qui sont en cours sur les sujets que vous qualifiez de wokistes. Mais en réalité, il n'y avait aucun pluralisme. Et il s'allait que dans un seul sens. Et le niveau de ce colloque était vraiment de très très faible niveau. Enfin, c'était... mais je vous assure, c'était vraiment d'un niveau de discussion de comptoir. Donc franchement, c'était pas du tout un colloque pluraliste et c'était vraiment pas au niveau. Monsieur Ouzoulias, vous avez la parole pour le groupe républicain communiste et écologiste et pour 5 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le Sénat, unanime, par sa résolution du 4 janvier dernier, a alerté le gouvernement sur les difficultés structurelles que connaissent les étudiants, les enseignants et l'enseignement supérieur. Il a considéré que l'université n'avait pas eu les moyens de gérer le croît continu des effectifs estudiantins et que la qualité de l'enseignement en avait pâti. Nous avons plaisir à constater que le président de la République partage
l'essentiel de ce jugement, puisque le 13 janvier, devant la conférence des présidents d'université, il a reconnu que son gouvernement n'avait fait que colmater les brèches et qu'il n'avait pas réussi à conduire une transformation systémique de l'université. Dans l'ordre des priorités, l'urgence est là, dans la nécessité de donner rapidement aux universités les moyens d'assurer leur mission de service public au profit des étudiants et de la nation. Alors que le paquebot universitaire est, comme le Titanic, menacé par de multiples voies d'eau, je me demande si l'objet de ce débat n'est pas de déterminer si la musique jouée par l'orchestre serait responsable du naufrage. Néanmoins, je partage, chers collègues, votre volonté de mieux défendre la liberté académique comme principe protecteur de l'autonomie des universités, des universitaires et des connaissances qu'elles produisent. Lors de la discussion de la loi dite de programmation de la recherche, j'avais défendu ici même plusieurs amendements pour la conforter. Ainsi, mon amendement 97 proposait de garantir l'indépendance des universitaires, de protéger leur liberté d'expression et de leur accorder une protection fonctionnelle de droit. Vous l'avez repoussé, mais je comprends que vous seriez maintenant disposé à engager une réflexion pour conforter les dispositions législatives relatives à la liberté académique. Mon groupe déposera donc une proposition de loi sur le sujet que vous voterez certainement. En juin 1968, depuis l'université de Nanterre occupée, Paul Ricoeur, qui avait vécu physiquement ce que pouvait être une atteinte à la liberté d'expression, donnait cette définition de la liberté académique. Le droit de l'enseignant, c'est d'abord le droit afférent à la compétence et à l'expérience tel qu'il a été sanctionné non par les étudiants, mais par les autres compétents, ses pairs. C'est ensuite le droit à la liberté de pensée et d'expression en dehors de toute censure politique et idéologique. C'est enfin le droit d'accomplir son propre dessein de connaissance et de science dans l'enseignement et hors de l'enseignement. La liberté académique est avant tout la liberté professionnelle d'exercer librement son activité d'enseignant et de chercheur dans un cadre de normes et de règles déontologiques définies par ceux qui constituent cette profession. Elle est donc à la fois personnelle et corporative. Comme l'écrit excellemment le professeur Olivier Beau, la liberté académique suppose donc l'autonomie professionnelle et aussi l'existence d'une communauté par discipline scientifique dans laquelle règnent les deux grands principes de la collégialité et de la cooptation, c'est-à-dire tout le contraire du principe de la hiérarchie et de l'autorité. Le même professeur Beau est alors obligé de constater que ces deux principes de collégialité et de cooptation ont été transgressés par de nombreuses dispositions législatives depuis l'adoption de la loi dite relative aux libertés et responsabilités des universités jusqu'à celle dite de la programmation de la recherche. Pour conforter la liberté académique, il faudrait donc restaurer les principes de collégialité et de cooptation, c'est-à-dire refonder la véritable autonomie des universités. Est-ce vraiment votre projet politique, chers collègues ? Pour en revenir au strict intitulé de ce débat de contrôle, je me demande s'il n'y a pas une forme de contradiction à discourir à la fois de la liberté académique et des théories académiques qui la menaceraient. Est-ce vraiment au Parlement, au pouvoir législatif, de déterminer ce que les professeurs, dont l'indépendance est garantie par la Constitution, doivent enseigner ? Qu'il y ait des atteintes à la liberté d'expression sur les campus, nul ne le conteste. Mais, comme le rappelait très justement le Collège de déontologie de l'enseignement supérieur et de la recherche, saisi par la ministre dans son avis du 21 mai 2021, les présidents des universités disposent de tous les outils pour assurer dans leur établissement la libre expression des idées et des opinions. Le Parlement, quant à lui, doit défendre l'état de droit en protégeant la liberté académique et les franchises universitaires. Merci, chers collègues. Monsieur le sénateur, vous l'avez rappelé, la priorité de la priorité, c'est cette liberté académique et sa protection, et l'accompagnement des présidents d'université dans cet exercice. C'est pour ça, vous l'avez dit, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a saisi le Collège de déontologie qui lui-même
a remis un avis qui aujourd'hui sert de base complémentaire, en tout cas d'outils supplémentaires pour l'ensemble des référents au sein des universités. Au-delà de cette action, il y a une volonté farouche d'accompagner évidemment les présidents d'université à chaque fois qu'ils en ont besoin, à chaque fois qu'ils l'expriment, pour également, puisque c'est la doctrine du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pouvoir reprogrammer ce qui a pu être annulé parce qu'il y a eu des troubles au sein des établissements. Sur plusieurs centaines de colloques ou de débats, il y a eu une vingtaine de colloques ou d'événements qui ont été annulés, et à chaque fois, le ministère a été aux côtés des présidents d'université pour pouvoir les reprogrammer, puisque c'est la stricte et unique doctrine. Je vous remercie. Madame la présidente, Madame la ministre, c'est vraiment dommage qu'on soit en fin d'exercice législatif, parce que je pense que vous aussi, vous auriez voté notre proposition de loi sur la liberté académique qui aurait réintroduit l'article 97 que vous avez repoussé. Voilà. C'est dommage, mais on peut espérer pour ça que le président Macron sera réélu. Comme ça, vous pourrez ici, dans cet hémicycle, défendre l'article 97. L'article 97, il était essentiel. Pourquoi ? Parce qu'il accordait la protection fonctionnelle de droit. Et vous savez que c'est un problème qui est essentiel. Dans l'affaire Paty, cette protection fonctionnelle de droit, elle a manqué. Et je pense qu'elle aurait pu sauver sa vie si elle lui avait été accordée. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est la collégialité et la cooptation. Et là, je suis obligé de vous dire que la loi de programmation de la recherche les a mises en danger, les deux. Merci, Madame la Présidente. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Pierre-Antoine Lévy pour le groupe Union Centriste et pour 4 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le wokisme, la cancel culture et la pensée décoloniale, vaste sujet qui a fait éruption ces derniers mois dans le paysage universitaire et politique de notre pays et qui nous réunit aujourd'hui. Pourtant, quel paradoxe que les tenants de la pensée décoloniale soient eux-mêmes l'objet, d'une certaine façon, d'une colonisation mentale et intellectuelle d'une pensée venue d'Amérique du Nord. Non, la France, ce n'est pas les États-Unis. Nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas les mêmes clivages. Alors pourquoi vouloir calquer un mode de pensée qui ne correspond pas aux réalités de notre pays, si ce n'est une volonté acharnée de déconstruction de la société de la part de certains militants d'extrême gauche qui ont visiblement quitté le champ républicain ? Notre pays est laïque, universaliste. Il ne reconnaît pas en son sein différentes communautés, n'en déplaise aux tenants du courant de pensée décoloniale. Cependant, le passé doit être regardé en face, sans repentance ni complaisance. C'est le travail des historiens, des chercheurs, des universitaires. En cela, la liberté académique doit les protéger. C'était en partie le sens de la loi de programmation de la recherche que nous avons votée dans cet hémicycle le 20 novembre 2020. Il n'est nullement question de transiger avec les libertés, qu'elles soient académiques ou d'expression. Ne tombons pas dans ce piège. Pour autant, soyons réalistes et ouvrons les yeux. La liberté académique est aujourd'hui le prétexte pour certains de développer des thèses qui mèneront à terme une régression de ces mêmes libertés. Les tenants de ce courant de pensée, qui, je le pense, est mortifère pour l'unité nationale, savent parfaitement naviguer et utiliser le système au profit de leur idéologie afin de se voir attribuer bourses de recherche et divers crédits universitaires. C'est peut-être politiquement incorrect de dire cela, mais je l'assume. Qui aujourd'hui réfuterait que le domaine des sciences humaines a connu une politisation constante depuis 60 ans ? Qui peut penser que la politisation de certains travaux de recherche est un fantasme ? Cette question des libertés académiques se pose même aujourd'hui au niveau européen avec le lancement d'un observatoire européen des libertés académiques. Mais comment être rassuré lorsqu'on entend les déclarations de la commissaire européenne Helena Dalli préconisant dans un guide à l'usage des fonctionnaires européens de ne plus utiliser le terme Noël afin d'être plus inclusif pour les personnes ne le fêtant pas, de préférer des prénoms comme Malika et Julio au lieu de Maria et Jeanne pour ne pas présupposer que tout le monde est chrétien, ou encore pire, ne pas utiliser le terme citoyen pour ne pas froisser les migrants et apatrides. Il y a de quoi être inquiet, j'espère qu'il n'est pas trop tard. Alors notre société est de plus en plus segmentée, de plus en plus opposée. Ayons mutuellement le courage de dénoncer tout ce qui porte atteinte à l'universalisme républicain, ayons le courage de dire non à tous les extrêmes dans leur volonté de division et de déconstruction. Oui, on doit pouvoir défendre son pays sans être taxé de nationalisme. Oui, on doit pouvoir défendre l'histoire de France sans être accusé d'être un promoteur de la colonisation ou d'esclavagisme. Encore oui, on doit pouvoir défendre la gastronomie française sans être vilipendé d'être un raciste ou d'un suprématisme blanc
comme cela est arrivé il y a peu à un candidat à la présidentielle. Entre républicains, soyons à la hauteur des défis que nous pose l'irruption du wokisme. D'ailleurs, chers collègues, accepter d'utiliser un mot est déjà en soi une acceptation de son concept. Face à cet horrible anglicisme, wokisme, et ce qu'il représente, ne soyons pas naïfs et luttons ensemble contre la déconstruction de ce qu'est la France. Je vous remercie. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Lévy, effectivement, nous partageons ce combat pour une république universaliste qui donne la chance à chacun de ses enfants, puisque ça a été rappelé, la définition de la nation en se basant sur Renan est en réalité, l'héritage le plus beau qu'on ait, c'est que devient français celui qui le veut, qui rentre dans le combat de ses valeurs, qui maîtrise son histoire et qui finalement fait de notre pays, de notre grande nation, une des plus grandes au monde. C'est exactement ce que vous avez rappelé. Monsieur le sénateur, effectivement, l'opposé de ça, c'est d'accepter des propos comme ce que nous avons pu voir sur certains nombres de travaux qui excluraient des mots. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, cette autocensure qui peut s'installer et qui n'a pas vocation à l'être. C'est un débat politique, idéologique et qu'il faut mener, en tout cas que nous menons. Au-delà de ça et en dehors de ça, se passent les débats en sciences sociales, les différentes études qui doivent pouvoir se compléter et compléter les travaux. Mais vous avez dit, vous avez posé un point moi, qui me touche en particulier parce que ça va bientôt faire 55 ans que sur ce plateau siégeait Gaston de Monnerville. Et si on est honnête vis-à-vis finalement de notre histoire et qu'on la prend dans sa globalité, s'il y a un État où il n'y a pas de racisme systémique, c'est bien le nôtre et il en a fait la preuve. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, merci pour la sincérité de votre propos. Que rajouter après vos propos? Je voudrais quand même simplement vous poser une question, puisqu'on parle de wokisme depuis très longtemps dans l'université. Frédérique Vidal il y a quelques mois, nous avait annoncé qu'elle rendrait un rapport demandé au CNRS sur l'islamo-gauchisme et maintenant sur le wokisme. Nous voudrions savoir où en est ce rapport et quand est-ce qu'il va sortir. Si la parole est maintenant à Monsieur Bernard Filaire pour le groupe RDSE et pour 5 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, de quoi le wokisme est-il le nom? Pourquoi nous faut-il être vigilants envers cette théorie de la vigilance? Et que se cache-t-il derrière ce terme qui nous vient d'Amérique? Il a le goût de la revendication des Noirs américains, l'odeur de la révolte des descendants d'esclaves, mais il ne semble en être qu'une indigeste mixture, une usurpation indigne et intolérante. En France, nous ouvrons les maisons des adolescents jusqu'à 25 ans. Rien d'étonnant à ce que nos universités recueillent également les contestations nécessaires aux remises en question à l'adolescence. Mais au-delà de l'indignation érigée en vertu suprême, au-delà du ni pour ni contre, bien au contraire de Coluche, s'insinue parfois et même s'impose une intolérance envers tous et tout. Voltaire se serait battu pour le droit de s'exprimer de ceux qui ne pensaient pas comme lui. Aujourd'hui, les adeptes du wokisme peuvent partager des idées, mais se battre contre ceux qui les exprimeraient sans leur légitimité. Barack Obama ne serait qu'un blanc à la peau noire et certains homosexuels, des hétérosexuels en couple avec des personnes du même sexe qu'eux. Cette cancel culture, comme il faut l'appeler, serait risible si elle ne poussait pas l'intransigeance jusqu'à l'intolérance. On déboulonne des statuts en dehors de toute contextualisation historique. Cette déconstruction, qui nous revient d'Amérique après l'exportation bien mal traduite de Derrida, tend à éteindre nos lumières. Le disciple d'Alain que je m'efforce d'être ne rendra pas, et je le cite, « mépris pour mépris ». Et pourquoi ? C'est qu'au fond du radical qui obéit toujours, il y a un esprit radical qui n'obéit jamais, qui ne veut point croire, qui examine et qui trouve dans cette farouche liberté quelque chose qui nourrit l'immense amitié humaine, et c'est l'égalité. L'esprit d'égalité, c'est d'un côté la résistance, le refus d'acclamer le jugement froid, de l'autre, c'est la confiance en l'homme, l'espoir dans une instruction et une culture égales pour tous. Fin de citation.
Comment tolérer l'intolérance de ceux qui interdisent à une universitaire de faire une conférence dans une université parce qu'elle exprimerait des idées différentes ? Le wokisme s'oppose à l'universalisme en refusant le débat, les échanges, le brassage des idées d'où jaillirait des concepts, une pensée supérieure. Le wokisme, sous couvert de vigilance accrue à toutes les formes de discrimination, se révèle être une idéologie dogmatique prônant le communautarisme, la culture du bannissement et du politiquement correct et pourrait porter atteinte à l'unité républicaine. À trop avoir privilégié l'excitation de l'esprit critique, certes nécessaire, mais qui doit s'exercer face à l'affirmation de nos valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, essentielles, et que nous avons établies au fil de notre histoire et des progrès de la science, nous laissons notre jeunesse dépourvue de repères, entre ou contre lesquels se construire, et qui se perd hors des limites que nous avons su tracer. Ayons le courage de les défendre plutôt que de laisser des imposteurs en redessiner les contours, réécrire l'histoire comme cette campagne présidentielle débutante nous en apporte de tristes exemples. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Filard, vous avez fait un plaidoyer à l'unité républicaine qui illustre qu'en réalité ce débat est un débat évidemment au sein de nos universités mais également dans notre société. Et au-delà de la question de la recherche, de l'enseignement, effectivement s'opposent deux visions de notre société, mais quel plus beau plaidoyer que celui de l'esprit critique, celui de la défense en réalité de toutes les expressions, sans aucun angélisme sur la volonté finalement d'imposer une seule ligne plus qu'une autre. Tout cela, c'est bien les esprits éclairés finalement d'illustres citoyens qui l'ont bâti. Merci, monsieur le sénateur. Merci, madame la ministre. Effectivement, notre société a besoin d'autorité, mais d'autorité de compétence, cette autorité qui réhabiliterait la science et éviterait qu'on puisse voir toutes ces dérives, lorsqu'on voit des gens porter une étoile jaune parce qu'on leur propose un vaccin gratuit, je veux dire qu'il y a des dérives qui sont importantes. Et, madame la ministre, on attend à la fois de l'autorité de l'État, l'autorité aussi des universitaires pour pouvoir refixer des repères qui soient suffisamment étayants pour notre jeunesse. Eustache-Brinio, vous avez la parole pour 5 minutes pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le terme wokisme n'ayant pas encore intégré le petit Robert, je souhaite partager avec vous la définition qu'en donne Pierre Valentin dans son étude « L'idéologie woke, anatomie du wokisme ». Être woke signifie être éveillé. Il s'agit d'ici d'être éveillé aux injustices que subissent les minorités dans les pays occidentaux. Cette idéologie connaît une forte progression. L'émergence de cette nouvelle culture morale dans laquelle le statut de victime devient une ressource sociale requiert certaines conditions. Ces conditions sont plus ou moins présentes dans les sociétés occidentales, bien sûr, mais plus particulièrement sur le campus des universités américaines, où le wokisme y est plus qu'influent. Le plus souvent, les militants sont issus de familles aisées. Enfants, ils ont connu de trop brefs moments de jeu libre et sans surveillance. Adultes, ils peinent à se débarrasser de l'habitude prise en consistant à rechercher une autorité instituée en cas de conflit avec une autre personne au lieu de le régler directement eux-mêmes. L'une des conséquences est la croissance d'une bureaucratie universitaire chargée de poursuivre et de prolonger cet état de surprotection. Voilà, cette définition est intéressante. Et à l'heure où l'idéologie woke essaie de s'imposer dans le débat public, et plus grave encore dans les rapports entre les citoyens, il me paraît important d'être vigilant sur l'américanisation de notre société et sur les tentatives hasardeuses et fallacieuses d'assimilation entre la France et les États-Unis. Et pour lutter contre ces dangereuses analogies, quoi de mieux que quelques faits historiques ? La France n'est pas l'Amérique. Concentrons-nous sur le volet racisme de cette idéologie,
dont on a tendance à s'auto-flageller. Il y a 80 ans, des Noirs étaient lynchés et pendus au nom de la justice dans certains États américains. Le dernier lynchage recensé dans ce pays date de 1981. À la même époque, bien sûr, en France, des députés de couleur siégeaient au Parlement. Pendant la Première Guerre mondiale, un régiment d'Afro-Américains sera incorporé à l'armée française suite à la demande du maréchal Foch et malgré le commandement américain qui lui décrivait alors, et je cite, « le manque de conscience civique et professionnelle des soldats noirs qui constituait selon lui, et je cite encore, une menace constante pour les Américains ». Ces considérations n'existaient pas dans l'armée française. Ils furent traités d'égal à égal par leurs frères d'armes. Ces hommes noirs furent les premiers Américains à être décorés de la Croix de guerre française. J'aurais pu aussi parler d'Eugène Jacques Bullard, cet Américain descendant d'esclaves qui s'engage dans la Légion à Paris en 1914 à l'âge de 20 ans. Il avait quitté son pays 2 ans plus tôt pour échapper au racisme. Il sera de tous les combats avant de devenir le premier aviateur noir du conflit en 1916 au sein de notre armée, les Américains refusant de confier un avion à un Noir. En 1940, il s'engagea de nouveau dans l'armée française, mais sera blessé et rejoindra New York, d'où il soutiendra la France libre. La Seconde Guerre mondiale, parlons-en. Lorsque la guerre frappa de nouveau, les soldats de l'armée d'Afrique répondirent à l'appel du drapeau français, ensemble, quelle que soit leur couleur de peau. Cette conception était inconcevable pour nos alliés américains, qui pratiquaient là encore une politique ségrégationniste dans leur pays, mais aussi dans leur armée. Cette politique conduira les Américains à contraindre le général Leclerc de se séparer de certains de ses hommes, car ils étaient noirs au sein de la 2e DB. Une fois de plus, la France se distinguait de l'Amérique. À travers ces quelques exemples historiques, qui sont très nombreux, il ne s'agit pas de nier l'existence du racisme, mais d'argumenter et d'apporter de la nuance à ceux qui voudraient, pour justifier leur idéologie, faire des raccourcis et de prendre la voie de la facilité sur un sujet si complexe. Il est temps d'affirmer que notre pays et son histoire n'ont rien de comparable avec les États-Unis. Et ce qu'ils appellent le racisme systémique n'a jamais été, n'est pas et ne sera jamais dans l'ADN de la France. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, ce sont les menaces que les théories du wokisme font peser sur notre université, notre enseignement supérieur et nos libertés académiques. Même le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, avec lequel je ne suis pas toujours d'accord, je le cite, il précise « déconstruire la déconstruction en cours ». C'est ce qu'il a déclaré, et je le soutiens, lors du récent colloque sur ce thème à la Sorbonne le 7 janvier. Cessons de battre incessamment notre coulpe sur des faits du passé que nous analysons aujourd'hui avec les yeux d'aujourd'hui. Oui, des inégalités ont existé, existent et existeront malheureusement toujours entre les individus et nous devons les combattre. Mais restons éveillés et fiers de notre histoire et de notre culture française. Restons fidèles à la France des Lumières qui combat l'ignorance, diffuse le savoir et ne craint pas le débat. C'est l'ambition que notre université doit continuer à poursuivre. L'université doit rester ouverte et libre, tout en sachant résister aux sirènes du nouveau monde, qu'il s'agisse du wokisme ou d'autres idéologies tout aussi dangereuses. La parole est maintenant à Monsieur Jean Hingray pour le groupe Union centriste pour 4 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, j'espère que dans un futur proche, la société s'éveillera et saura ranger le wokisme dans la rubrique du fait colonial. Fait colonial, le wokisme a été introduit comme un cheval de Troie dans le milieu relativement perméable et poreux de l'université. Cette stratégie lui aura permis non seulement de se crédibiliser académiquement, mais aussi de gagner au passage quelques esprits, pas suffisamment construits, ou plutôt insuffisamment construits pour accepter finalement d'être déconstruits. Oui, il y a bien une tentative de colonisation des esprits via le monde universitaire et ses enseignements. On pourrait dire
plus c'est gros, plus ça passe. Même si, à juste titre, on le sait historiquement plus sensible aux valeurs de justice et d'humanisme, ce monde universitaire est d'abord et avant tout fondé sur la rigueur du savoir et la fermeté de la raison. On pourrait en attendre moins de docilité et plus de résistance. Le mot « université » contient le mot « universel ». Nous savons que la science et le savoir n'ont pas de frontières. Le wokisme est la rupture avec l'humanisme. Il dresse des catégories d'êtres humains les uns contre les autres. La liste est innombrable et il faudrait y ajouter celle des jeunes contre les vieux, sans que l'on sache jusqu'où doit aller la contrition, la repentance, et voire même si cela est possible. On se croirait revenu à l'époque des cathares. Tuez-les tous, le wokisme reconnaîtra les siens. L'université n'a ni besoin de cathares ni de catharsis, Madame la ministre. Il y a quelques semaines, j'avais interpellé Madame Vidal lors des questions d'actualité au gouvernement sur ce sujet. Madame la ministre m'avait répondu que la main ne tremblait pas et qu'elle ne tremblerait pas dans le futur, notamment concernant le cas de Sciences Po. Qu'a fait le gouvernement depuis cette promesse, Madame la ministre ? Parce que Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir. En tout cas, Madame la ministre, nous ne voyons rien venir. Et nous attendons des actes aux promesses qui ont été faites au sein de cet hémicycle. Je vous remercie. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Ingré, évidemment, à une demande, une réponse sera établie et complétée, j'en suis certaine, par les services du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Mais vous l'avez dit, quel plus bel endroit pour s'éclairer, pour débattre ? Eh bien, c'est au sein de nos universités, et s'il y a un combat à tenir, c'est celui de la sérénité et de la qualité des travaux, mais sans aucun angélisme. Bien. La parole est maintenant à Monsieur Gérard Longuet pour 5 minutes pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, Madame la ministre, mes chers collègues, d'abord je voudrais franchement remercier Max Brisson d'avoir demandé et obtenu ce débat, car le Sénat est au cœur de ses responsabilités en évoquant ce qui peut impacter fortement dans les années à venir notre pays. Et nous sommes en effet peut-être en avance, je l'espère profondément, d'un problème qui ne se poserait pas chez nous. Jacqueline Eustache-Brinio, avec beaucoup de raison et avec de l'émotion, a rappelé que notre culture à l'égard de nos anciens colonisés n'était pas celle des États-Unis. Et l'ancien ministre de la Défense que je suis tient effectivement à souligner le sacrifice, tant en Première Guerre mondiale que la Seconde Guerre mondiale, d'une part de nos Sénégalais, par exemple, qu'on appelait Sénégalais, mais qui ne l'étaient pas tous, tant s'en faut, et l'intégration de troupes américaines noires lors de la Première Guerre mondiale. Donc les États-Unis ne sont pas la France, on a cependant le devoir de réfléchir. Pourquoi ? Parce qu'il y a une idée absurde, mais dévastatrice. Le savoir serait le résultat d'une oppression. Évidemment, l'oppression, au sommet de la pyramide de l'oppression, il y a un individu épouvantable, le mâle hétérosexuel blanc. J'en fais partie pour l'instant, mais enfin, tout peut évoluer. En revanche, poser le principe du savoir comme une oppression, poser le principe que toutes les minorités sont victimes et amener nos compatriotes, puisque nous parlons de la France, à essayer de savoir quelle est sa part de d'être victimarisé, c'est quelque chose d'extraordinairement dissolvant pour la société française. Nous avons l'habitude de combat, nous avons l'habitude d'idées différentes, nous pouvons nous affronter. Et nous savons qu'il y a une règle qui est la majorité républicaine. Cette règle vole en éclats parce que nous serions non plus des citoyens, mais prisonniers de notre race, de l'histoire de nos ancêtres. Et au fond, le wokisme apparaît comme une sorte de renaissance du racisme le plus fermé, le plus obstiné, le plus sectaire. On ne pourrait pas échapper
à la fatalité de son ascendance, alors que, justement, toute l'idée citoyenne de la République, c'est l'idée que l'on adhère à des valeurs, qu'on les partage, qu'on les vit, qu'on les défend, mais qu'on est accepté quel que soit son parcours, et ce parcours d'ailleurs pouvant enrichir lui-même le tronc commun. Alors, Madame la Ministre, pourquoi j'interviens à cet instant ? Parce qu'il y a dans votre action du bon et du moins bon. Je ne parle pas de vos réponses personnelles, qui sont vraiment qui nous intéressent, qui nous rassurent. Je ne parle pas de l'engagement de Jean-Michel Blanquer dans ce colloque de la Sorbonne. Il a eu raison d'y aller. Était-ce trop tôt, était-ce trop tard ? En tous les cas, il l'a fait et il avait raison de le faire. En revanche, il y a deux comportements qui sont singulièrement préoccupants. Le premier, vous l'avez évoqué, je n'ai pas tout compris, mais peut-être préciserez-vous, les déontologues. Je vois dans les déontologues se créer le risque de cette bureaucratie que Jacqueline Eustache-Brinio dénonçait et qui avait été dénoncée très bien par Pierre Valentin dans le document de la Fondapol, le cher Max. Eh bien, ces déontologues peuvent déboucher sur une bureaucratie du contrôle. Et ça, il ne le faut pas. Il ne le faut pas parce que quand vous créez une bureaucratie, elle cherche à se légitimer, à se justifier. Et comme la victime prend toute expression s'adressant à elle comme une agression, vous allez avoir un débordement à peu près sans limite. C'est le premier danger. Il faut clarifier les règles du jeu et renvoyer devant le droit pénal ceux qui se comportent, par exemple, avec des injures raciales ou bien du négationnisme, mais le reste, c'est un petit peu dangereux. Deuxième remarque, vous avez une réponse implicite au procès qu'adresse la domination du mâle blanc hétérosexuel, bourgeois si possible, c'est le recrutement des étudiants sur des critères qui ne rendent plus hommage au seul travail et à la seule réussite intellectuelle. J'ai été, comme président de région, avec le directeur de l'époque de Sciences Po, l'un des premiers à ouvrir les lycées professionnels à des classes d'accès à Sciences Po. Mais c'était des classes d'accès où il fallait travailler pour réussir. Alors il y avait un soutien, il y avait un appui, mais il y avait du travail. Aujourd'hui, on s'aperçoit que des jeunes, parce qu'ils ont le malheur d'être fils de bourgeois, d'être dans un bon lycée, d'un bon établissement et d'avoir de bons résultats, on leur dit non, votre place n'est pas là. La conclusion très simple, et la conclusion c'est très simple, c'est que nous risquons de perdre des étudiants au profit de l'extérieur. Ce serait une matière première qui affaiblirait notre pays et d'avoir des enseignants qui s'auto-censureraient parce qu'ils auraient peur de s'exprimer librement. Madame la ministre, vous avez la parole pour 5 minutes. En bas ou en haut ? La ministre. Alors, vous pouvez répliquer à Monsieur Longuet, ce qui lui permettra de vous répliquer et ensuite prendre vos 5 minutes. Avec plaisir, avec plaisir, Madame la Présidente, puisque Monsieur le sénateur Longuet a posé une question très explicite sur le rôle des déontologues, et ce qui me permet également de rappeler l'importance et la qualité des propos de la sénatrice Eustache-Brinio sur le rappel historique fondamental qui fait la grande différence de notre conception aujourd'hui de notre histoire et celle anglo-saxonne, qui du coup amène en réalité à poser une grille de valeurs, une grille de lecture qui n'est pas la nôtre et qui de fait fausse absolument le débat et le regard posé. C'était surtout un hommage rendu aux propos historiques de Madame la sénatrice. Sur la question, Monsieur le sénateur, des déontologues, loin de nous l'idée absolument de poser une bureaucratie. Évidemment, nous en voyons le risque, comme vous l'avez souligné. Mais l'objectif de ces déontologues, c'est d'accompagner les chefs, en réalité les présidents d'université, dans la lutte contre les conflits d'intérêts, parfois les relations entre enseignants-chercheurs, entre eux, garantir l'intégrité scientifique des travaux, mais surtout et avant tout, zéro censeur, zéro autocensure, parce que c'est absolument le débat à tenir, une liberté académique pleine, entière, intégrée, totale. Ça veut dire quoi ? 2 lignes rouges, elles sont définies par la loi et exclusivement par la loi de notre pays, c'est-à-dire non à l'appel à la haine et non au négationnisme. Au-delà de ça, liberté académique pleine et entière, Monsieur le sénateur. Monsieur
Madame la ministre vous interrompt parce que Monsieur Longuet peut répliquer. Le diable se niche dans les détails et c'est la raison pour laquelle les parlementaires ont le devoir d'être exigeants et attentifs pour ne pas être débordés par des initiatives prises par ceux qui voudraient éviter les enquiquinements et qui achèteraient la sérénité de leur établissement par des complicités inacceptables. Bien, et maintenant vous avez vos 5 minutes. Merci. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, ce débat apporté et posé par le groupe Les Républicains au sein du Sénat permet de poser des mots sur une réalité aujourd'hui dans notre pays, mais de poser également les protections. Il ne faut absolument aucun angélisme, aucun. C'est-à-dire que oui, il faut regarder les dérives que nous vivons parfois au sein de certaines universités. Et d'ailleurs, je salue le fait qu'un certain nombre de sénateurs, quel que soit leur banc, ont rappelé ces dérives pour ne pas finalement globaliser ni être dans un angélisme plein. Au-delà de ça, nous avons un seul et unique enjeu. Liberté académique, bien sûr, protéger, renforcer les moyens de l'université, et c'est ce que nous faisons avec la loi de finances, la loi de programmation de la recherche, par l'accompagnement des présidents d'université, bien sûr, mais au-delà de ça, il ne faut pas se tromper de débat. Au-delà des recherches, au-delà des enseignements, il ne faut pas laisser cette autocensure s'installer au sein de nos universités. Monsieur le sénateur Longuet, vous l'avez rappelé, je crois que c'est le climat au sein de nos universités qui compte. Nous ne pouvons pas laisser s'installer aujourd'hui en France le risque de voir certains enseignants placarder leur nom aux yeux de tous et finalement lancer une chasse aux sorcières qui amènerait à une chose, une sorte de régulation insidieuse par la peur, parce qu'on viendrait jeter en pâture le débat, l'échange, la controverse. Eh bien non, ce qui est français, c'est le débat, la controverse et évidemment l'étude de l'histoire dans sa totalité. Mais mesdames, messieurs les sénateurs, se pose aussi la question aujourd'hui de la différence entre le combat politique dans notre société et effectivement les thèses de recherche. Nous n'avons aucune vocation à réguler, limiter le débat scientifique, absolument pas. Par contre, nous devons être les garants de ce climat de sérénité au sein de notre et de nos universités et dans le cadre de la vie étudiante. Donc nous amènerons avec évidemment la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche l'ensemble des moyens permettant ce climat apaisé et la protection des enseignants-chercheurs et évidemment des recherches et des doctorants. La pluralité, un seul et unique objectif, la pluralité des débats. Mais pour autant, pour permettre cette pluralité des débats, il faut évidemment des valeurs fermes, des objectifs clairs. Et c'est pour ça que c'est pendant tout le parcours de l'enseignement, en réalité au sein de l'éducation nationale jusqu'à l'arrivée aujourd'hui dans l'enseignement supérieur, qu'il faut accompagner les étudiants et en réalité les citoyens en devenir. C'est pour ça que aujourd'hui, plus que jamais, il faut des repères, il faut de l'histoire, il faut des valeurs, il faut redéfinir des essentiels. Ces essentiels, c'est le rappel, des rappels historiques, comme ça a été fait au sein à cette tribune. C'est évidemment une intégrité scientifique, c'est ne pas laisser finalement revoir toute une histoire ou l'installation de débats, de combats visant à détricoter des héritages de cette histoire qui prennent parfois la forme de certaines statues ou encore le changement de titre d'œuvres littéraires ou encore l'interdiction de pièces de théâtre que nous avons vues parce que ce combat, en réalité, ne doit pas nous lasser. Effectivement, à chaque fois qu'il y aura une situation troublée ou un trouble obligeant une annulation de colloque, eh bien, nous serons aux côtés des responsables et des présidents d'université pour permettre que ces colloques puissent avoir lieu ou encore ces pièces de théâtre de se tenir. Je crois que là est une ligne rouge à ne pas laisser franchir. Au-delà de ça, ça ne veut pas dire que nous ne luttons pas collectivement contre les inégalités, contre les discriminations ou encore contre le racisme. Nous luttons contre toutes ces discriminations parce que nous regardons notre pays comme une nation, c'est-à-dire que nous regardons uniquement chaque personne comme un citoyen et rien d'autre. Par contre, le racialisme est un nouveau racisme. Ce racialisme qui s'installe, qui prend ses racines dans un essentialisme posé, en réalité oppose, sépare, fragmente et crée des communautés. C'est évidemment le mal qui peut s'installer et qui s'installe dans un débat politique au sein de notre pays. Face à ça, il y a une vision qui s'oppose,
celle de l'universalisme français, républicain, que nous portons au sein du gouvernement et que nous poserons comme, en réalité, un des sujets essentiels à l'unité nationale. Et c'est pour cela que, tout à l'heure, il y a eu un certain nombre de questions sur comment nous accompagnons l'université. Nous accompagnons l'université par des moyens, les actes ont été posés, que ce soit des actes financiers, que ce soit le plan aujourd'hui pour le doctorat, que ce soit le renforcement du CNRS. Et j'ai envie de dire, la liste, elle peut être très longue, de la précarité des étudiants jusqu'à l'accompagnement des enseignants-chercheurs. Ce n'était pas le fond du débat aujourd'hui, mais je crois que la négation des dérives que nous constatons est évidemment un angélisme qui est particulièrement dangereux au sein de l'université, mais au sein de notre société. Donc une seule ligne, un seul combat, évidemment la protection des libertés académiques, le pluralisme et surtout, une république universaliste qui reconnaît chacun de ses enfants comme citoyens et rien d'autre. Je vous remercie. Et enfin, pour conclure ce débat, la parole est pour 5 minutes à monsieur Stéphane Piednoir pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ça a été rappelé, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Or, selon un sondage IFOP de février 2021, seulement 14% des interrogés comprenaient la signification du mot « woke ». Il faudrait, pour donner du sens à ce débat, commencer par arrêter avec cette paresse intellectuelle qui consiste à utiliser l'anglicisme « wokisme » pour masquer une idéologie qui a un nom, l'intersectionnalité. Pour les sociologues, il s'agit de décrire la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de domination ou de discrimination dans une société. À en croire le bruissement d'un microcosme en mal de dessin positif, il faudrait collectivement nous éveiller pour mieux prendre conscience de tout ce que l'humanité a produit d'injustice depuis la nuit des temps. Sommes-nous endormis ? Sommes-nous à ce point incultes pour méconnaître notre histoire ? Le privilège cognitif serait-il l'apanage d'une petite minorité éclairée, tel un phare dans un océan baigné dans le brouillard ? On le voit bien, ce courant est en réalité une vaste entreprise de déconstruction qui consiste à diffuser la honte de notre identité, une autoflagellation intellectuelle et une repentance perpétuelle, en jugeant avec les yeux d'aujourd'hui et le recul de plusieurs siècles tous les événements historiques. Adam était-il misogyne ? L'homme des cavernes était-il respectueux de l'environnement ? Il suffit de poser les questions, les déconstructeurs auront nécessairement une réponse. Ils savent sans doute aussi très exactement ce qu'ils auraient fait s'ils étaient nés en 17 à Leidenstadt. Le manque d'humilité, de nuance et pour tout dire d'objectivité est leur caractéristique essentielle et ils pilonnent leur cible, particulièrement les jeunes générations. Au pays des Lumières, le but n'est évidemment pas d'interdire une opinion, mais bien de permettre un débat contradictoire, notamment au sein de l'enseignement supérieur, de prôner la liberté d'expression, l'égale faculté d'exposer une diversité de pensées et de concepts. Et c'est là que le bât blesse, car la censure est l'outil préféré des forces autoproclamées d'un soi-disant progressisme qui confère aux autres, c'est-à-dire à ceux qui osent émettre une idée contraire ou seulement plus nuancée, un statut quasi automatique de fasciste. Ainsi, nous ne pouvons que déplorer l'interdiction d'accès à nos campus universitaires d'intellectuels ou de politiques ayant le culot de proposer des conférences qui ne s'inscrivent pas dans l'orthodoxie de pensée d'une poignée de militants d'extrême gauche. Et il y a pire, pour avoir osé affirmer qu'un homme n'est pas une femme, que notre pays n'est pas fondamentalement raciste, pour avoir refusé de s'excuser d'exister, d'être blanc, d'être français, des étudiants se font traquer sur leur campus, sont menacés de mort sur les réseaux soi-disant sociaux par quelques-uns qui confondent le comptoir des Indes avec celui du café du commerce. Le cœur du problème, c'est bien l'inaptitude de cette idéologie à combattre dans l'arène intellectuelle. Leur entre-soi idéologique a fait fondre leur capacité à argumenter. Leur rhétorique repose sur la censure et la condamnation morale, sans jamais discuter des fonds des problèmes soulevés. Vous le savez, j'accorde une grande importance à la rigueur scientifique et je m'inquiète lorsque je vois des chercheurs en sciences humaines défendre une idéologie qui ne conçoit pas la moindre objection. Ce progressisme de pacotille se complaît dans le confort de la mollesse des mots creux. Modelable à loisir, on étire ces néologismes pour combler l'absence d'arguments, et un mot qui n'a pas de sens n'a pas de valeur. Islamophobie, grossophobie, transphobie, ambiphobie, biphobie, psychophobie. Ces déconstructeurs préfèrent médicaliser le débat en inventant de nouvelles pathologies,
afin de condamner moralement un adversaire sur l'autel de la modernité. Des mots utilisés à tort et à travers, devenus caricaturaux, moqués, sont des mots qui ne valent rien. On peut légitimement s'interroger sur la finalité de la démarche, qui devrait consister à protéger et aider les véritables victimes de discrimination. Mais le féminisme est-il grandi lorsqu'on taxe de transphobes des femmes qui refusent de partager leur vestiaire avec des hommes? Est-ce de la grossophobie que de souligner que le poids est un facteur de mauvaise santé? Et favorise-t-on l'assimilation en affirmant à un immigré que le pays qui l'a accueilli et qui l'a vu grandir le méprise? Tous ceux qui sont attachés aux libertés académiques doivent s'émouvoir de la dérive que nous observons. Mais bien peu s'expriment clairement, laissant la place aux extrémistes de tous bords qui parlent plus fort et souvent se rejoignent. J'accuse les tenants de cette pensée déconstructrice de briser l'unité de notre nation, de fragiliser la démocratie, de dresser les citoyens les uns contre les autres en leur apprenant méthodiquement à se détester profondément, à identifier dans l'autre un ennemi potentiel, en le tenant responsable de tous ses malheurs. Nous savons tous ce que la politique du bouc émissaire a produit comme catastrophe majeure par le passé. Alors je conclurai par ces mots de Barbara: faites que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine. Je vais suspendre la séance. Je vais suspendre la séance pour quelques instants afin de permettre d'effectuer la rotation. La séance est
La séance est reprise. J'informe le Sénat que les commissions mixtes paritaires chargées d'élaborer un texte sur